Monsieur le ministre de la Défense du Royaume-Uni-Belgique, je pense que ce débat mérite effectivement un échange stratégique sur la question de savoir comment on peut arriver à la paix. Parce que je crois que le but, effectivement, c'est pour arriver à la paix dans le monde. Et ça ne vous étonnera pas, évidemment, que notre vision sur comment arriver à la paix avec le PTB est différente de celle de la N-VA. Ik denk, meneer de minister, dat het natuurlijk belangrijk is dat we een strategische discussie hebben die ook de tijd nodig heeft om argumenten naar voren te zeggen van hoe wij tot vrede gaan geraken. En zoals u weet zijn onze meningen daarover zeer verschillend tussen de PvdA en de N-VA. En daar wil ik wel wat tijd nemen, omdat we hier dat debat juist diepgaand zouden kunnen hebben. La première chose, monsieur le Premier ministre, vous avez raison, dans la note, vous abordez la question de l'analyse du monde. La situation géostratégique au niveau du monde, et vous parlez à juste titre du changement de politique américaine, etc. Je pense effectivement, chers collègues, que nous sommes dans un moment de bascule importante où depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une superpuissance a dirigé en fait l'ensemble de la planète. Et certainement depuis la chute du mur de Berlin, une superpuissance qui avait tout à dire. Et je parle évidemment des États-Unis d'Amérique. Une superpuissance qui était la plus forte économiquement, politiquement, militairement et diplomatiquement. Et pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette superpuissance est en train d'être dépassée par d'autres puissances, notamment en Asie, notamment la Chine, économiquement. Nous savons, chers collègues, que ce genre de plaques tectoniques qui sont en train de s'affronter les unes les autres crée un très grand danger de guerre. Car qu'est-ce qu'il se passe quand une superpuissance perd son statut de superpuissance? Le danger de guerre mondiale devient très, très important. Dans ce sens-là, il faut quand même s'arrêter, c'est que l'ordre du monde, depuis effectivement 1945, pour beaucoup de peuples du Sud, ce n'est pas un ordre du monde démocratique. Ce n'est pas démocratique d'un point de vue économique. Vous le savez à quel point les États-Unis d'Amérique sont intervenus et les puissances occidentales économiquement dans énormément de pays du Sud, le fameux Sud global. Je parle de tous ces traités d'austérité anti-tiers-monde qui ont été menés au nom du Fonds monétaire international qui a clairement détruit toutes les économies du Sud. Cet Occident qui a imposé aux économies du Sud d'appliquer les ajustements stratégiques. Rappelez-vous ces crises, ces mesures d'austérité imposées par le FMI. Une superpuissance américaine qui impose le dollar, la monnaie mondiale. Tout le monde doit acheter en dollars. Imaginez-vous la puissance d'une seule nation de décider de la valeur d'une monnaie qui est utilisée en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. On ne peut pas acheter du pétrole sans utiliser les dollars. Une puissance militaire, évidemment, américaine, qui était intervenue, j'ai ici une liste, 49 interventions américaines depuis 1945. 49 interventions. Ça va de l'Iran, Guatemala, Cuba, Vietnam, Brésil, République du Congo, Guatemala, Laos, Turquie, Angola, Chili, évidemment, 73, Libye, Philippines, Panama, Irak en 91, Afghanistan, Syrie. Quelle puissance mondiale a pu maintenir la domination de son ordre par autant d'interventions dans le monde? 850 bases militaires américaines dans le monde. Et ce monde-là est en train de basculer, chers collègues, aujourd'hui, avec tous les dangers que ça mène au niveau de la paix. Et c'est là, chers amis, à tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui lors de ces débats, que je veux dire que la place de l'Europe, la place géostratégique de l'Europe est une question cruciale. Welke kant gaat Europa kiezen in deze wereld die verandert? Welke kant gaat Europa kiezen wanneer de Zuiderse landen sterker en sterker worden en dat de Amerikanen meer en meer verdreven worden? Is een stratégische kwestie. Et dès le départ, monsieur le ministre, dans votre note, vous êtes très clair. Vous voulez garder l'Union européenne dans le giron de l'impérialisme américain. Vous parlez beaucoup de stratégie européenne, mais sur le fond, vous décidez d'un point de vue militaire, d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue économique, de rester dans le giron de l'impérialisme américain, avec évidemment comme symbole votre volonté d'acheter une nouvelle fois des avions de chasse F-35 à Lockheed Martin, multinationale américaine, dont vous savez très bien, monsieur le ministre, qu'en quelques jours, les Américains peuvent décider de ne plus nous octroyer les updates nécessaires
aux services informatiques incorporés dans ces avions de guerre, et donc qui ne permettrait plus à ces F-35, non pas de décoller, mais en tout cas d'être fonctionnels sur le terrain de la guerre. Vous imaginez la puissance américaine qui permettrait donc de désactiver l'essentiel des capacités de défense du continent européen. Donc, la question cruciale, c'est quelle est l'autonomie réelle du continent européen. Et là, Monsieur le Ministre, ça a été l'objet d'un débat qu'on a eu depuis 3, 4, 5 ans, depuis des années. Le PTB vous a dit « Arrêtons de suivre les Américains. Les intérêts de l'impérialisme américain ne sont pas les mêmes que ceux des peuples européens. » Jarenlang hebben we dat hier gezegd in het parlement. En jarenlang hebben de meeste partijen gezegd van oh, maar u bent weer bezig met imperialisme. Dat bestaat niet meer, imperialisme. Dat bestaat niet meer. Oh, dat is allemaal, alles is liefde geworden. Peace and love. Helemaal niet. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Les Américains continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire, et puis les Russes évidemment aussi, l'impérialisme russe évidemment aussi, c'est qu'ils ont tout simplement mené une politique pour leur propre business. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas que Trump qui a décidé ça. Obama aussi, Biden aussi, c'est la logique de l'impérialisme américain. C'est un système économique et politique. Ce n'est pas lié uniquement à un président. Et d'ailleurs, vous avez insisté dans votre note que si aujourd'hui l'impérialisme américain et Trump retirent leurs intérêts géostratégiques d'Ukraine, ce n'est pas pour la paix, hein. C'est parce qu'ils réorientent leurs troupes et leur focus vers l'Asie. Et vous avez eu raison de souligner que c'est Obama qui a mis ça en place, the pivot to Asia. Le basculement des États-Unis d'Amérique vers la Chine, vers l'Asie. Ils sont en train de se faire battre économiquement, ils veulent résoudre le problème économique par la guerre. J'aime autant vous dire, chers collègues, que si une guerre devait commencer entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, elle serait mondiale automatiquement. Et donc je pense que le premier objet du débat, c'est que nous, comme PTB, nous croyons effectivement que l'Europe doit être non alignée, que l'Europe doit prendre son propre cours, que l'Europe doit aujourd'hui tendre la main à toutes ces puissances du Sud, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, le continent africain, tous ces peuples qui aujourd'hui sont en train de relever la tête et qui disent « l'ordre mondial impérialiste occidental ne nous convient pas ». Regardez, chers collègues, les multiples votes aux Nations Unies. Les peuples du Sud regardent aujourd'hui l'Occident et son hypocrisie. Et je pense, chers collègues, et nous le pensons avec le PTB, que l'Europe peut prendre une autre destinée. Et donc une autre destinée en matière de sa défense. Parce que ça m'amène à mon deuxième point. Oorlog gebeurt voor geld. Oorlog gebeurt voor money. Oorlog gebeurt voor grondstoffen. La guerre se fait pour la conquête des ressources d'autres pays, la conquête de marchés, la conquête de territoires, pas pour des valeurs. Arrêtez de nous la refaire à l'envers chaque fois en nous parlant que la guerre se fait pour des valeurs. Si la guerre se faisait pour des valeurs, le gouvernement belge et l'Union européenne auraient déjà pris depuis longtemps des sanctions contre Israël. Aujourd'hui, des centaines de morts par les bombardements israéliens. Combien de sanctions, chers collègues? Combien de sanctions contre Israël? 0, 0.0. Les peuples du Sud voient l'hypocrisie de notre État. Les peuples du Sud ont très bien compris, et de plus en plus de travailleurs en Europe et aux États-Unis comprennent très bien qu'aujourd'hui, les gros débats que nous avons dans notre commission ici n'ont rien à voir sur des guerres pour des valeurs, mais ont tout à voir sur la conquête de territoires et la domination de parties du monde. Et ça vaut évidemment pour les Russes, pour l'impérialisme russe, c'est évident. Hein, vous savez très bien que M. Poutine est le représentant des oligarques russes, et donc ça me paraît très clair qu'il parle de l'impérialisme russe, mais évidemment aussi du côté américain et du côté européen, parce que j'ai beaucoup parlé de l'impérialisme américain, chers collègues, mais nos armées, les armées européennes, quand on parle d'une défense, à quoi doit servir notre armée? Quel a été le bilan des interventions des armées occidentales et des armées européennes en Libye? We zijn naar chaos gaan creëren, du chaos en Libye. En Afghanistan, 10 ans de bombardement. En Irak, en Syrie. Savez-vous, chers collègues, combien de morts il y a eu en Irak? Directement et indirectement. Une idée? Personne n'a une idée là-dessus. 1 million de morts. 1 million doden. Qui parle encore de ça? Qui parle encore de ça? Ce sont nos armées. C'est l'Occident qui a été réalisé ça là-bas. Et donc, pour moi, Monsieur le Ministre, à mon avis, la seule manière de construire une défense qui va être orientée sur la paix,
c'est une armée et une défense non impérialiste européenne. C'est ça l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on a besoin d'une défense. On a certainement besoin d'une défense. On a besoin de moyens pour notre défense. Mais comme je dis, on a besoin de moyens pour une défense et pas pour l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des forces de projection dans les pays du Sud qui ont structuré les armées occidentales. Et donc, je pense que c'est très clair avec Trump. Trump le dit tout haut. Les États-Unis d'Amérique veulent effectivement, quand ils sont actifs en Ukraine, ils ne sont pas là pour le peuple ukrainien, ils sont là pour conquérir les minerais ukrainiens. Le deal des minerais ukrainiens, Trump est très clair, c'est les multinationales américaines qui prennent le contrôle du sous-sol ukrainien, le contrôle du lithium, le contrôle du cobalt, le contrôle du graphite, tous ces métaux rares. Ça, c'est la volonté de l'impérialisme américain. Depuis quand est-ce que les Américains interviennent dans des endroits dans le monde pour les valeurs, pour les droits de l'homme? Ils arrêteraient Netanyahou si c'était pour les valeurs, mais ils ne le font pas. Ils interviennent pour leurs intérêts. Et donc, je vais déjà répondre tout de suite. Ik hoor dan vaak, oh, en de pro-Poetin gedoe enzovoort, aan PvdA, maar enfin. Toen Poetin Tsjetsjenen aan het bombarderen was, hè, wie zat daar zitten broodjes aan het bakken met de Poetin daar? Verhofstadt, hè? Verhofstadt, hè? Wij waren aan het bekritiseren. Wij waren toen Poetin aan het bekritiseren. Hè? Maar de Verhofstadt was business aan het doen. Hè? En als het maar Verhofstadt was, al de westerse regeringen, hè? Geen probleem met de Poetin. Hè? Het is op het moment dat Poetin zelf de interesse van het Europees imperialisme in gevaar is beginnen brengen, dat het dan een probleem was. Maar zolang dat Poetin de broodjes aan het bakken was, geen probleem. Hè? Donc je crois que de ce côté-là, on va être les derniers à pouvoir être accusés de pro-poutinisme, parce qu'effectivement, nous critiquons évidemment Poutine, qui est le représentant des oligarques capitalistes russes, évidemment. Parce que des fois, les gens, il y a des autres hommes politiques qui me disent « Ouais, mais c'est le communisme ». Je dis « Les gars, depuis 89, il n'y a plus de communisme, là, le mur, il est tombé. Hein. Poutine, ce n'est pas un coco. Hein. Poutine, c'est un représentant de l'impérialisme et du capitalisme. Hein. Ça me paraît très clair. Il faudrait voir un peu le business model en Russie. Il y en a qui se font plein d'argent, hein, là-bas. Donc ça existe, les grands bourgeois russes. Donc, la question est donc de savoir comment nous pouvons créer une Europe non alignée qui est basée sur des principes de paix. Et là, j'arrive alors à mon point 3, Monsieur le Ministre, c'est la question de votre note de défense et la stratégie européenne de Rearm Europe, réarmer l'Europe. Et vous dites souvent, Monsieur le Ministre, hein, vous aimez citer un peu le latin, hein, puisque votre président de parti aime ça aussi, hein, civis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais non, chers collègues. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est ça la vérité. D'ailleurs, c'est très frappant de constater d'ailleurs que Rome, qui a mis ce leitmotiv dans la dernière partie de Rome d'ailleurs, hein, ce n'était pas la première partie, mais Rome a disparu, hein, chers collègues. Rome a disparu. L'Empire romain a disparu. Un empire qui était basé exclusivement sur justement la conquête de territoire, un modèle économique qui était basé sur le besoin d'une main-d'œuvre pas chère qu'on appelait les esclaves. Et donc le stade historique de la Rome antique, c'est le stade de l'esclavagisme, la conquête de territoire pour pouvoir fournir le modèle économique romain. Et quand ça n'a plus marché, Rome s'est écroulée. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour l'Europe? Is het dat we willen voor Europa? Une implosion comme le système romain? Non. On veut une Europe prospère. On veut une Europe, justement, qui est active dans le concert des nations. Et dans ce sens-là, Monsieur le Ministre, évidemment, il faut une défense. Il faut une défense, il faut avoir des moyens, c'est évident. Il faut avoir des bonnes conditions de travail aussi pour nos militaires. Je dois vous avouer que je reçois énormément de messages de militaires belges me dire, mais enfin, comment est-ce possible que ce gouvernement nous demande de bosser jusqu'à 67 ans alors qu'on a des missions aussi périlleuses? On n'est même pas reconnu comme métier pénible. Faut le faire. Mais donc, on a clairement besoin d'une défense. Mais alors, ce que je m'étonne, Monsieur le Ministre, c'est que pendant des années, les ministres libéraux, les ministres de la NVA nous ont dit, er is geen geld, il n'y a pas d'argent. La doctrine ultralibérale disait qu'il fallait besparen, 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 faire des économies, faire des économies, faire des économies. Et l'argument, il était sérieux, hein, c'est-à-dire, Monsieur Debao, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on doit faire des économies. Mais vraiment, depuis 10 ans. Et puis ici, en 5 minutes,
Enfin, peut-être 6, c'est possible, parce que Mme Brennan a peut-être dû s'asseoir comme sur sa chaise. En 6 minutes, la Commission européenne débloque 800 milliards d'euros pour investir dans la défense. Là, je pense, chers collègues, je me dis, mais ça veut dire que pendant 10 ans, on nous a menti. Que pendant 10 ans, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent, mais en fait, il y en avait. Mais il n'y avait pas d'argent pour les pensions. Il n'y avait pas d'argent pour les services publics. Il n'y avait pas d'argent pour les malades, mais qu'en fait, l'argument « er is geen geld », on nous a menti. Ça, franchement, chers collègues, en revenant en plus d'ultralibéraux, qui nous ont dit depuis des années il faut réduire la voilure de l'État, il faut moins dépenser avec l'État. Et là, quand il s'agit de l'armée, open bar. Quand il s'agit d'investir dans des armes offensives, open bar, plus de problème budgétaire. Ça, je pense vraiment, chers collègues, que ça a quand même ses limites d'un point de vue de l'intégrité intellectuelle d'avoir alors dit pendant 10 ans qu'il n'y avait pas d'argent. Rearm Europe, un élément important pour justifier, et votre speech était très clair, Monsieur le ministre, om te kunnen de mensen doen accepteren dat er zoveel miljard naar defensie gaan, zijn u verplicht ook om volle bak op schrik spelen. Schrik, schrik, schrik. Énormément de discours visant à introduire la peur, parce que vous savez, Monsieur le ministre, qu'un peuple qui a peur est prêt à accepter beaucoup de choses. Pendant les périodes de préparation aux guerres, on peut faire accepter énormément de choses aux gens, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue politique, d'un point de vue mondial. Or, en matière de peur, Monsieur le ministre de la Défense, quand on parle de la peur des Russes qui vont débarquer sur la Grande Place de Bruxelles ou à l'Arc de Triomphe à Paris, je constatais quand même, chers collègues, que d'une part, le PIB russe est presque l'équivalent de celui du Benelux. C'est ça, le PIB russe. Je constate, chers collègues, qu'en matière de dépenses militaires, les pays de l'Union européenne dépensent 454 milliards d'euros en défense, là où la Russie dépense 142 milliards. Et je sais qu'il y a le fameux débat sur la parité pouvoir d'achat, dans lequel, parmi les spécialistes, il y a énormément de polémiques sur le sujet, si ça s'applique en matière de dépenses militaires, autant en dépenses domestiques, pourquoi pas. Mais admettons même, là, si l'on tient compte de certaines estimations les plus grandes, on aura un équivalent 454 milliards pour l'Europe, 200 milliards pour la Russie. C'est-à-dire que nous dépensons aujourd'hui 2 à 3 fois plus de dépenses militaires en Europe qu'en Russie. En quoi, chers collègues, le fait de dépenser 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus, 7 fois plus va changer quelque chose? J'ai toujours pas trouvé l'argument de pourquoi passer de 3 à 4, 5, 6, 7 fois plus va changer quelque chose. Alors on me dit, oui, mais Raoul, c'est quand même pas la même chose, la Russie, l'Europe, on ne peut pas comparer. Ben, comparons alors tout simplement l'arsenal militaire. Et là, les études sont très claires des instituts internationaux les plus renommés en la matière. Wij hebben 3 keer meer gevechtstanken dan Rusland. 3 keer meer gepantserde voertuigen. 3 keer meer artillerie. 4 keer meer schepen. 2 keer meer gevechtsvliegtuigen. Donc, c'est important quand même, chers collègues, de dire aujourd'hui que dire que les Russes vont se retrouver, alors qu'ils font guerre maintenant depuis 3 ans, où ils mettent toutes leurs forces dedans, et ils sont à 20% de la conquête du territoire ukrainien, je pense, chers collègues, de dire qu'aujourd'hui, qu'investir de plus en plus d'armes ne va pas nous ramener plus proche de la paix. Je pense que ça me semble très important aujourd'hui à pouvoir le dire. Plus d'armes crée plus de guerres, parce que les armes sont utilisées. Et donc c'est là la spirale dans laquelle nous nous dirigeons toutes et tous, les yeux grands ouverts vers la Troisième Guerre mondiale. Et donc dernier élément en matière de Rearm Europe, chers collègues, c'est que nous sommes confrontés à ce que les spécialistes de la défense appellent le dilemme de sécurité. Une question très complexe en matière de défense qui, en gros, chers collègues, implique que lorsqu'un pays investit dans sa défense, investit dans plus d'armement, la réaction de l'autre pays
est d'investir aussi de plus en plus dans l'armement et d'avancer de plus en plus dans une spirale de course à l'armement. C'est cette spirale-là que nous devons tout faire aujourd'hui, alors qu'il est encore temps, pour briser. Daar moeten wij alles aan doen om die spiraal vandaag stop te zetten. Hoe meer wapens aan de beide kanten, dat is de veiligheidsdilemma, hoe meer wapens aan de beide kanten, hoe meer gevaar op oorlog. Et donc se pose la question évidemment à qui profite toute cette séquence politique et économique. Là, je vais vous dire, chers collègues, autant les peuples d'Europe, eux, ne vont pas en profiter, autant le complexe militaro-industriel, lui, c'est business. Hein. Lui, c'est champagne et ouvert. Hein. J'ai ici, quand Mme von der Leyen a annoncé les 800 milliards open bar pour acheter des armes, le cours de bourse de Rheinmetall. Kijk, dat is. Regardez cette belle courbe vers le haut. Les actionnaires de Rheinmetall, pour les auditeurs qui nous suivent, Rheinmetall qui est une des grandes entreprises dans la métallurgie militaire allemande. Paf, open bar. Toutes les entreprises du complexe militaro-industriel, c'est la fête. Les actions montent. KBC, ze hebben nog aandelen die bijna, KBC, grote Belgische bank, aandelen in de militaire sector van bij 1000% stijgen. Fantastisch gewoon. Et donc, faisons bien attention, chers collègues, parce que ce complexe militaro-industriel, pour pouvoir vivre, toutes les capacités de production qu'on va faire aujourd'hui en production d'armes, que ce soit des chars, que ce soit des avions, que ce soit des missiles, etc., etc., vous savez que cette industrie, pour qu'elle continue à fonctionner, doit continuer à vendre. Le modèle économique, ce n'est pas de faire un investissement puis d'arrêter, c'est de continuer. Et d'un point de vue militaire, si vous devez continuer à vendre, il faut la guerre. Il faut la guerre. Et donc je pense, chers collègues, de ce côté-là, que nous devons être très, très méfiants dans quel sens nous voulons aller. Et d'ailleurs, en cette matière-là, je pense que l'indépendance, justement, européenne me semble être importante. Je l'avais déjà dit pour vos F-35, monsieur le ministre. Donc, vers où va aller notre argent? Vers le complexe militaro-industriel américain. Dès lors, se pose la question, chers collègues, et on doit garder la tête très froide, stratégiquement, vers où on veut aller, c'est quelle stratégie alors pour la paix? Welke strategie voor vrede? Moeilijk vraagstuk in deze moeilijke situatie van 2025. Pour nous, comme PTB, il nous semble important de mettre en place un maximum d'initiatives diplomatiques dans l'esprit de ce qui a été fait dans les années 70 et 80 en Europe, avec les accords d'Helsinki. Nous avons déjà, nous les peuples européens, été confrontés à des moments de tension très intenses entre l'Est et l'Ouest. Dans les années 70, l'Europe a mis sur pied des structures, effectivement, qui permettaient une désescalade. Et nous avions d'ailleurs ici en Belgique Pierre Harmel, ministre démocrate chrétien, voor de CD&V'ers in de zaal, les engagés. Pierre Harmel, la doctrine Harmel, qui était basée sur une doctrine de désescalade, qui a mis en place effectivement des dialogues, des négociations pour arriver à diminuer la tension entre l'Est et l'Ouest ici en Europe. Willy Brandt a fait la même chose aussi avec son Ostpolitik. Je pense effectivement qu'on ferait bien d'aller relire les textes de l'époque. Le climat était très tendu aussi. Nous devons permettre, comme à l'époque, à mon avis, et les accords d'Helsinki en 75 permettaient ça, d'avoir effectivement un dialogue entre grandes puissances pour discuter de plein de questions essentielles, comme celle des inspections mutuelles sur les stocks d'armes, comme celle d'une communication pour les exercices militaires, comme celle de la mise en place de traités de désarmement, comme celle de plein de mécanismes qui ont permis à un moment donné de résoudre le dilemme de sécurité. Je pense que ça, là, est la voie que nous devons suivre, chers collègues. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on négocie sur le front Ukraine-Russie, mais l'Europe n'est même pas invitée. L'Europe n'est même pas invitée. Pourquoi ? Parce que les Américains et les Russes décident tout de suite, au-dessus des intérêts des peuples, leurs intérêts géostratégiques. L'Europe ferait beaucoup mieux de reprendre sa place dans le monde, chers collègues, mais pas en ayant de plus en plus d'armes, mais en tendant la main aux autres nations du monde.
Qu'allons-nous faire dans la nouvelle guerre froide que veulent les États-Unis d'Amérique? Quel va être le positionnement de l'Europe? On va continuer à suivre les Américains? Je pose la question ici, chers collègues. On va suivre les Américains dans leur guerre contre la Chine? On va envoyer nos bateaux patrouiller en mer de Chine? C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Je rappelle que l'OTAN est présent en mer de Chine. Qu'est-ce que nous foutons en mer de Chine? Qu'est-ce que nos armées vont faire là-bas? Ça, c'est la question. On la veut, cette guerre mondiale, ou pas? Et donc, chers collègues, je pense qu'effectivement, on doit laisser la place à la négociation. Et de ce côté-là, d'ailleurs, Monsieur le ministre, vous avez été critiqué là-dessus, mais il faudra bien être réaliste, il faut avoir une discussion lors des négociations, mais là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Je pense qu'il faudra effectivement négocier. Vous savez, il y a deux manières de finir une guerre. Soit en battant plat de couture un des protagonistes, soit en négociant. Et je ne crois pas à la Formule 1. Et je ne crois pas qu'il y en a un qui pense ici de la salle que l'option 1 est réaliste. Ça fait 3 ans qu'on nous dit qu'envoyer des armes, qu'envoyer des missiles, qu'envoyer des F-16, qu'envoyer même des troupes au sol va résoudre la crise ukrainienne. Mais non, ce n'est pas réaliste. Donc oui, il faudra négocier. La question, c'est quoi les termes des négociations? Et dans ce sens-là, chers collègues, nous proposons avec le PTB que l'Europe, et la Belgique peut jouer un rôle important, convoque une conférence de paix au niveau européen, avec tous les pays protagonistes de la région. Tous les pays. L'Ukraine, évidemment, la Russie, évidemment, la Norvège, la Finlande, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Lituanie, l'Estonie, la Géorgie, tous ces pays autour de la table, pour discuter ensemble d'une politique de paix globale et inclusive. Si tu n'es pas en sécurité, je ne suis pas en sécurité. On ne pourra pas accepter que des armes nucléaires vont être stationnées dans ces zones frontalières. Allez, chers collègues, est-ce que nous accepterions, s'il y avait un gouvernement luxembourgeois qui serait pro-chinois, qu'il mettrait des missiles sur le territoire luxembourgeois orienté vers la Belgique? On n'accepterait pas, à juste titre. On ne va pas accepter ça. J'entends bien les débats de souveraineté, mais je veux dire, on n'accepterait pas. Il faut des accords globaux qui garantissent la sécurité de tout le monde. Sinon, c'est la guerre mondiale. C'est ça, la logique des Nations Unies. Dans ce sens-là, d'ailleurs, Monsieur le ministre, je m'étonne que vous parliez aussi peu des Nations Unies, justement, dans le cadre de la défense, parce que je pense réellement que c'est le seul forum dans lequel on peut avoir une paix globale et inclusive. Regardez la réaction des Suds globales, tous ces pays du Sud qui refusent de choisir leur camp. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent, mais pendant 60, 70 ans, vous avez dominé le monde, vous les Occidentaux. Vous ne nous avez pas respectés. Vous avez pillé nos économies. Vous avez, rappelez-vous, Colin Powell, avec sa petite fiole, a justifié un massacre des peuples ukrainiens avec la plus grande fake news de la planète. Ça m'est vergeten. On a oublié ça, sa petite fiole là. Mais les peuples du Sud, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié ça. Ils nous regardent, ils disent, attendez, l'Europe, choisissez votre camp. Et depuis 1945, nous suivons docilement les Américains. Non, prenons notre voie indépendante. Notre voie indépendante. Et évidemment qu'il ne faudra pas accepter tout ce que demande évidemment Poutine et l'impérialisme russe, évidemment. Mais choisissons notre propre voie. Et pour ça, chers collègues, on a besoin d'une autonomie réelle, stratégique et d'une Europe non alignée. Et donc, Monsieur le ministre, inutile de vous dire que je n'étais pas très enthousiaste à la lecture de votre note, parce que dans toutes les notes, c'est une des raisons pour laquelle j'ai aimé venir à votre commission, c'est une des notes les plus claires dans son option pro-atlantiste. Salvan américain ne moet komen. Je pense que c'est une mauvaise décision, Monsieur le ministre. Je pense réellement, on doit avoir une défense autonome. Je sais que vous discutez actuellement aujourd'hui de la décision d'acheter des armes américaines encore plus. Comment voulez-vous que l'Europe soit autonome en la matière? C'est impossible. C'est impossible en continuant à suivre les Américains. Comment voulez-vous aujourd'hui, quand vous nous demandez des milliards et des milliards en plus, qu'on vous fasse confiance? Parce que d'où vont venir ces milliards, Monsieur le ministre? Et vous le dites clairement. Vos collègues n'ont pas encore, ministres n'ont pas osé le dire. Vous le dites clairement. Bien sûr, dat geld voor de harde veiligheid gaat moeten komen van de zachte veiligheid. Van onze sociale zekerheid. U bent daar duidelijk in. Die anderen durven dat nog niet zeggen. Ze zijn nog allemaal aan het discussiëren in de regering en zo. U zegt duidelijk, we gaan miljarden halen bij de gepensioneerden. We gaan miljarden halen bij de zieken. We gaan miljarden halen met openbare diensten om te investeren in de militaire aankopen. En dat is volgens mij een wereldvisie
meneer Franke, dat ik totaal niet deel. En natuurlijk voor sociale redenen. Omdat de mensen vandaag het beu zijn tot 67 jaar werken. Ik versta die 5000 militairen die op straat zijn gekomen tijdens de grote betoging in Brussel. Amai, ik had ze eens moeten horen. Ze waren vol een bak echt kwaad. Want zij vinden dat er geen respect voor hun is. Het is geen respect. Ze wouden trouwens nog met meer betogen, maar je waart daar niet voor te vinden. Ze mochten niet betogen. La Grande Muette. Het leger mocht niet op straat komen, mocht niet komen zeggen wat ze dachten. Dat is een beetje gemakkelijk, meneer de minister. Een beetje gemakkelijk. Hè? Waarom mogen ze niet laten horen dat ze het niet zien zitten om tot 67 jaar te werken? Daar gaat het over. En dus men ziet dat de sociale kwestie gelinkt is met ook de defensiekwestie. Met de geostratégische punten. Et là, c'est là où je vais finir, Monsieur le Président, mon intervention. C'est aussi un appel aux partis progressistes, aux partis de gauche. La lutte pour la paix a toujours fait partie importante de notre ADN. Je pense que Jean Jaurès a donné même sa vie pour ça, et que l'analyse de la guerre 14-18, qui est assez proche de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre entre puissances impérialistes qui se prépare, c'est important que le mouvement ouvrier prenne position là-dedans. Et comme disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces conquêtes de territoire, ces plaques tectoniques qui s'affrontent les uns les autres, avec, je le répète, une superpuissance militaire, économique et politique qui est en train de se faire dépasser, mène effectivement à un danger de guerre très important. Dans ce sens-là, je pense qu'il est important que ces dernières semaines, des organisations syndicales, des associations, Pax Christi, des professeurs d'université, M. Wazinski, Tom Zauer de Universiteit van Antwerpen, de vakbonden, het middenveld, dat er meer en meer een stem zich laat horen van laat ons niet meegaan in die wapenwedloop. N'allons pas dans l'escalade militaire parce que ça va nous mener à la guerre. Et ça, en tout cas, je peux vous dire, chers collègues, que le PTB fera tout son possible pour sortir nos peuples de situations très difficiles aujourd'hui au niveau mondial, parce que les peuples veulent la paix. Et cette paix, on ne la laissera pas tomber et on mènera tout notre combat pour y arriver. Je vous remercie, chers collègues.